Bonjour à toutes et à tous. Je suis Damien Robert, chargé de mission renouvellement urbain à l'IREV. L'IREV prévoyait aujourd'hui une journée de rencontre sur le renouvellement urbain et la troisième révolution industrielle. Mais au vu de la crise sanitaire qui touche la France et le monde, cette journée a dû être annulée. L'IREV s'adapte et vous propose de remplacer cette journée par un web documentaire que je diffuse actuellement à l'écran. Vous pouvez retrouver tous les éléments d'introduction et de cadrage sur le cycle de qualification. Web documentaire qui sera alimenté et mis à jour avec des vidéos, des interviews et des fiches d'expérience. Euh, Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexis Montaigne, que je vais laisser se présenter, qui va nous faire une intervention sur l'état du climat en Hauts-de-France. À l'issue de l'intervention, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton pour poser vos questions, des questions que nous traiterons dans une prochaine vidéo. Bonjour Alexis. Bonjour Damien. Je te laisse te présenter et présenter le CERN peut-être pour commencer. Ouais, bien sûr. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Alexis Montaigne, je suis chargé de mission citoyenneté et développement durable au CERD et j'anime notamment le réseau des ambassadeurs du développement durable. Donc ça c'est pour moi. Pour le CERD, très rapidement, donc c'est un groupement d'intérêt public comme l'IREV d'ailleurs, centre ressources du développement durable. Donc on a la même fonction que l'IREV mais sur le volet développement durable, c'est-à-dire notre mission, c'est de travailler à produire des ressources pour inciter les acteurs de la région à s'engager sur le chemin de la transition écologique et solidaire et organiser des moments de réflexion, de coproduction, de partage de ressources pour outiller les têtes de réseau, les professionnels du développement durable en Hauts-de-France et faire en sorte que sur les questions alimentaires, sur les questions de management des transitions, d'adaptation au changement climatique, de transition numérique aussi, on puisse leur proposer des solutions pour agir concrètement. Donc on est une équipe d'une quinzaine de personnes, on est situé à Los Angeles et notre existence c'est depuis 2001 et passage en groupement d'intérêt public, État, région, ADEME et d'autres partenaires, collectivités notamment, associations et entreprises, passage en groupement d'intérêt public en 2006. Et puis c'est vrai du coup qu'en tant que groupement d'intérêt public, nous, on s'est vite rapprochés. Je t'avais sollicité justement pour faire un peu un propos de cadrage, informer et rappeler l'état du climat, sans être dans un propos un peu militant. Nous, on veut donner du contenu professionnel, mais aussi citoyen. J'essayerai à travers du coup ta présentation enfin, j'hésiterai pas si j'ai des questions à te les poser, parce que pour l'instant, je suis le seul. Spectateur et public. Et puis du coup, je vais te laisser la parole pour ton intervention. Alors merci Damien, merci pour l'invitation également parce que c'est vrai que c'est intéressant de s'adresser à un public de professionnels qui travaillent sur la politique de la ville et qui sont aussi concernés par ces questions écologiques et solidaires. Donc l'idée de cette présentation, c'était de proposer un premier état des lieux avant d'aller plus loin sur le cycle que vous proposez à l'IREV, pour comprendre ce qui est en jeu quand on parle d'urgence écologique et climatique. La situation actuelle nous renvoie à un certain nombre de réalités et puis c'est intéressant de pouvoir les poser de manière ordonnée. Donc pour démarrer cette présentation, j'ai gardé cette diapo là parce que évidemment l'idée était de la présenter en direct avec une salle comble, donc ce ne sera pas le cas. Néanmoins c'est quand même intéressant de se poser la question, vous de votre côté en entendant cet enregistrement, de se poser la question finalement des souvenirs d'événements climatiques exceptionnels qu'on a en tête, qu'on a pu vivre dans notre enfance, qu'on a pu vivre plus récemment. Juste prendre 2 minutes pour se poser cette question-là et réaliser en y répondant qu'effectivement il se passe des choses sur le plan sensible qui sont quand même très interpellantes. Des épisodes de sécheresse qu'on vit de plus en plus fortement et en même temps des épisodes de forte pluie de plus en plus fréquents aussi et plus violents. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui nous rappellent que le climat
c'est quand même une donnée qui est sensible et qui vient nous toucher au quotidien. Alors, justement, pour démarrer le propos, c'est aussi intéressant de se replonger dans un propos scientifique qui là est appuyé par cette une du Monde qui vient relayer il y a maintenant plus de 2 ans un cri d'alarme d'un nombre important de scientifiques qui déjà s'étaient mobilisés au début des années 90 pour interpeller sur les risques qu'on faisait courir à l'humanité et à la planète sur la manière dont notre mode de développement était engagé. Et puis 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, on revient même 25 ans plus tard, pardon, on revient sur cet appel en disant que là, on est en train d'atteindre un certain nombre de limites et qu'il va falloir réagir rapidement. On l'a eu encore plus récemment avec un appel à la désobéissance du monde de la recherche, que certains d'entre vous ont peut-être vu ou lu, et qui appelle les chercheurs à se rebeller en quelque sorte, à résister face à l'inaction engagée sur les questions climatiques et écologiques. Donc cette une du Monde, elle est quand même très interpellante parce qu'elle montre le côté masse de l'appel à la résistance et l'appel à la prise de conscience. Alors après, on a des données que justement les mêmes scientifiques travaillent et qui sont intéressantes à observer, notamment le fait qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle des limites planétaires qui nous sont imposées par la Terre, par notre planète, et qui sont au nombre de 9. Alors qu'on ne voit pas très bien sur le schéma, mais on a évidemment la question du climat, la question de l'ozone, de la biodiversité, la question des océans, de l'accès à l'eau douce et de la qualité de l'eau douce également, la question des aérosols, la déforestation, l'azote, le cycle du phosphore et enfin les pollutions chimiques. Et donc tout ça, et ce schéma-là, ce qu'il veut révéler, c'est que notre planète nous impose un certain nombre de limites. Sans ces limites, si on ne respecte pas ces limites, on met en péril l'état de la planète et forcément tout l'écosystème qui vit dessus. Et ce qui est intéressant dans ce petit schéma, qui n'est pas de nous, hein, je rends à l'auteur ce qui lui appartient, donc Aurélien Bouteau qui a travaillé pour la métropole du Grand Lyon, et vous trouverez ça, on pourra vous le mettre dans les ressources, qui a fait une application des limites planétaires à l'échelle du Grand Lyon, donc ce qui est très intéressant, et qui révèle que les limites planétaires sont totalement interdépendantes les unes des autres. Si vous agissez et si vous venez influencer une limite planétaire, nécessairement il y aura des conséquences sur les autres. Et ce qu'on révèle, ce qui est révélé par les scientifiques, c'est le fait qu'on a aujourd'hui des limites planétaires qui sont en train d'être dépassées. Certaines d'entre elles sont dépassées, d'autres sont en voie d'être dépassées, et d'autres, on n'a juste pas de données. Ce qui ne veut pas dire que c'est positif ou négatif, ça veut juste dire qu'on n'a pas suffisamment d'informations qui permettent d'évaluer si on les a dépassées ou pas. Donc la question de la biodiversité, je pense que ça vous la connaissez. Aujourd'hui, on sait que c'est une des limites planétaires qui est dépassée et qui est en danger important. La question évidemment de la crise climatique qu'on voit encore plus ces dernières années, et puis un certain nombre de cycles qui ont été dépassés. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ce schéma-là, c'est de se dire qu'au-delà des limites qui sont dépassées, l'enjeu, c'est aussi de faire en sorte que les limites qui sont dans le vert, donc a priori pas encore dépassées, ou en tout cas en voie d'être maîtrisées, on arrive à les maintenir. C'est aussi ça l'enjeu, c'est pas uniquement de revenir sur les limites qui sont rouges, c'est aussi de faire en sorte que celles qui sont vertes, on les maintienne dans une couleur qui soit acceptable. Pour avancer, donc ce que j'ai pas dit, c'est que le CERN héberge un observatoire du climat, donc un pôle climat et un observatoire du climat qui produit régulièrement des données sur l'évolution du climat en Hauts-de-France sur un certain nombre d'indicateurs. Et tout ça, on le fait avec pas mal de partenaires, notamment Météo France, qui nous fournit des indicateurs, donc vous en avez un sous les yeux, qui montre l'évolution des températures depuis l'ère pré-industrielle et qui révèle une augmentation de plus en plus importante et qui va à l'encontre des indicateurs et des objectifs, notamment de l'accord de Paris qui a été adopté en 2015 lors de la COP21 et qui posait un niveau de réchauffement maximal à ne pas dépasser. Aujourd'hui, on sait qu'on est sur des scénarios qui vont dépasser l'objectif qui avait été fixé à dépassement à plus 2, plus 3, et on a des scénarios beaucoup plus pessimistes à plus 4 ou plus 5 degrés.
Sachant que ce réchauffement, ce qui est intéressant, c'est pas uniquement de constater le plus 1, plus 2 ou plus 3 degrés, c'est parce que ça, finalement, on a des gens qui vont nous dire, bah oui, mais qu'est-ce que c'est plus 2 degrés? Il y a comment dire, une figure, enfin, un exemple qui est donné le plus fréquemment, c'est d'imaginer que votre température corporelle n'est plus à 37 degrés, mais à 39 degrés toute l'année. Vous imaginez à partir de là l'impact que ça peut avoir dans votre organisme et la manière dont vous allez vivre. C'est un schéma qui est souvent utilisé pour expliquer la différence entre un phénomène météo ponctuel, qui lui va être une observation d'un épisode sur un temps très court, et un phénomène climatique qui lui va être l'observation d'une période très longue, c'est-à-dire une dizaine d'années. C'est ça la différence entre la météo et le climat, ce qui peut expliquer pourquoi il ne faut pas interpréter un épisode de neige à un moment donné par rapport au reste de l'année. Ce qu'il faut, c'est observer l'ensemble de la situation sur une dizaine d'années. Alors, pour vous montrer des données que l'Observatoire produit en région Hauts-de-France plus particulièrement, c'est que l'évolution du climat, donc on l'a subie en région Hauts-de-France, puisqu'on a des données qui nous montrent que depuis 1955, le climat, enfin la température a augmenté de 2 degrés sur la région de Lille, sur l'île. Donc ça montre l'impact direct. Alors évidemment, c'est pas le même calcul qu'à l'échelle mondiale, parce qu'à l'échelle mondiale, on va prendre en compte l'impact des océans et le rôle qu'ils jouent dans la régulation du climat. Sur l'île, c'est pas le cas. On a pris à l'échelle de l'île, on a fait des relevés de température et on a constaté une augmentation de 2 degrés sur l'île. Donc j'apporte la précision méthodologique de l'indicateur par rapport aux données qui sont produites à l'échelle planétaire. On a d'autres projections qui sont intéressantes que vous avez sur cette diapo, qui ont été aussi produites par Météo France et qui révèlent le fait que l'épisode de canicule qu'on a vécu en 2003 et que vous auriez peut-être évoqué dans l'exercice introductif sur les souvenirs d'événements exceptionnels, cet épisode-là, il a été considéré comme exceptionnel. Et si on observe les différents scénarios qui ont été posés sur la lutte, enfin sur l'adaptation au changement climatique, on a un scénario qui consiste à ne rien faire. Et si on est dans ce scénario-là, on considère, et c'est le schéma d'en bas, que l'épisode de canicule qu'on a vécu en 2003 deviendra un épiphénomène, c'est-à-dire sera quasiment rien par rapport à ce qu'on va rencontrer sur la période de la fin du siècle, entre 2071 et 2100, où là, les épisodes de forte chaleur et surtout l'allongement des épisodes de forte chaleur va être beaucoup plus important que ce qu'on a pu vivre en 2003. Alors évidemment, ça, c'est dans l'hypothèse d'un scénario sans politique climatique, ce qu'on appelle le RCP 8+5, mais il y a évidemment plein d'autres scénarios qui nous amènent vers une trajectoire d'adaptation au changement climatique. Alors, autre indicateur pour planter le décor en région Hauts-de-France, également, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Aujourd'hui, on sait que le GIEC, donc le groupement intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, produit des données sur les risques d'augmentation et les risques de submersion marine. À titre d'exemple, on considère que d'ici la fin du siècle, le niveau de la mer aura augmenté d'à peu près d'un mètre, donc 97 cm. Aujourd'hui, on sait qu'à Dunkerque notamment, qui est un des lieux de relevée, le niveau de la mer a augmenté de près de 10 cm en un demi-siècle, entre 1956 et 2016, ce qui évidemment va venir impacter toutes les installations portuaires, tous les aménagements littoraux. Aujourd'hui, en France, il y a une étude du CEREMA qui est sortie et qui considère qu'à peu près 1,4 million de Français sont menacés par les risques de submersion marine. Le département du Nord et du Pas-de-Calais étant parmi les 5 départements les plus menacés en France du risque de submersion marine, forcément avec le littoral que nous avons. Ça, c'est une petite carte que vous trouvez qui est très intéressante, qui a été produite sur un site qui s'appelle FloodMap, donc carte d'inondation en anglais, et qui vous permet de faire des simulations d'élévation du niveau de la mer et de révéler un peu les risques et les vulnérabilités des territoires. Donc on voit bien en région Hauts-de-France, de Calais à Saint-Omer, les risques de l'élévation du niveau de la mer. Oui. Alors, tu parles des, je te coupe, hein, tu parles des installations portuaires, mais là, ça pose question des programmes de renouvellement urbain, les NPNRU, Dunkerque, Grande-Sainte, Calais, mais je pense aussi, du coup,
en baie de Somme, à Abbeville, ou sur d'autres territoires comme ça. Bien sûr, parce que aujourd'hui, on considère que c'est 1,4 million de Français qui sont menacés par les risques de submersion marine, et donc forcément, toutes les politiques d'aménagement, tous les projets d'aménagement vont être impactés. Ce que les Pays-Bas ont très bien compris en développant toute une politique d'aménagement et d'urbanisme qui soit adaptée aux effets des risques de submersion marine. Donc là-dessus, il y a un enjeu majeur qui d'ailleurs a été appréhendé par le CEREMA dans son étude. Mais c'est pareil dans la bibliographie de cette présentation, je pourrais ajouter le lien sur l'étude du CEREMA qui parle notamment de l'impact sur l'emploi, puisqu'à peu près, on considère que c'est à peu près 850 000 emplois qui sont menacés par les risques de submersion marine. Et on ne parle pas non plus de l'agriculture, parce que le problème aussi, c'est que la submersion marine va provoquer un autre phénomène, c'est la pénétration des eaux de mer dans les sols, ce qui va forcément venir impacter la qualité des sols. Donc on a comme ça des enchaînements de conséquences, d'impacts qui vont être très forts pour les territoires. Alors, pour poursuivre ce panorama, cet état des lieux qui n'est pas forcément très, très reluisant, mais en même temps qui révèle une situation réelle, objective, ce sont aussi les conséquences sur la biodiversité. Avec cette illustration de ce petit koala qui peut paraître très mignon, et qu'on a tous chez soi d'une manière ou d'une autre, une peluche ou un dessin ou une photo. Néanmoins, le problème de ce koala, c'est qu'il est voué à disparaître. Aujourd'hui, donc l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais sur les questions de biodiversité. Donc c'est un organisme qui pose un état des lieux, qui regroupe des scientifiques qui posent un état des lieux sur la biodiversité. Donc cet IPBES, aujourd'hui, a produit une étude qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois, qui révélait que sur les 8 millions d'espèces identifiées aujourd'hui, sur la planète, on considérait que 1 million d'espèces étaient vouées à disparaître. Ce koala en fait partie, puisqu'aujourd'hui, il a atteint un niveau de reproduction qui est largement insuffisant pour garantir sa survie. Donc on considère qu'aujourd'hui, l'espèce est fonctionnellement éteinte. On a aussi des données en région Hauts-de-France. Alors, pas forcément sur de l'extinction en tant que telle, mais aussi sur des dérèglements, sur des perturbations. Par exemple, la macreuse noire aujourd'hui, c'est une poule d'eau qu'on voit de moins en moins présente en Hauts-de-France. Donc on a clairement une tendance à la baisse de cette macreuse en Hauts-de-France. A contrario, on voit des cigognes blanches apparaître. Des points d'observation des cigognes blanches se sont multipliés sur les dernières années, alors que la cigogne blanche, les Hauts-de-France ne sont pas un lieu de migration pour cette espèce-là. Pour autant, on la voit de plus en plus présente en Hauts-de-France. Donc il montre aussi l'évolution des comportements des animaux sur les Hauts-de-France. Alors, quelques chiffres qui montrent qu'on a une faune aujourd'hui et une flore qui sont très originales et diversifiées, mais qui sont très menacées aussi en Hauts-de-France. Une disparition d'à peu près 10% de la flore régionale depuis le début du XXe siècle. Ce qui vous montre et puis aussi des milieux naturels ou semi-naturels qui sont particulièrement fragmentés et de très faibles superficies, dû notamment, il faut aussi être lucide là-dessus, à notre passé industriel, à notre passé agricole qui explique ces situations aujourd'hui. Alors pour terminer et vous montrer un petit peu l'état des lieux, finaliser cet état des lieux, c'est la question des jours de gel. Alors c'est pas la bonne période pour en parler, puisque depuis 3-4 jours, on a de nouveau des épisodes de gel importants, mais on constate depuis 1955 une baisse significative du nombre de jours de gel moyen par an. Alors évidemment avec des périodes où il y en a beaucoup plus, mais c'est ça l'observation du climat, c'est sur le temps long. Et là on constate que on est à un nombre de jours de gel qui diminue de plus en plus, avec des projections qui nous amèneraient à une disparition des jours de gel d'ici 2055. Les épisodes de forte pluie, c'est un peu la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que, alors on a toujours pris Boulogne-sur-Mer pour cette présentation, comme point d'observation, mais on constate un nombre moyen de jours de forte pluie dans l'année qui augmente et qui s'est multiplié depuis 1955.
Et vous le constatez aussi aujourd'hui quand on a des épisodes de forte pluie, c'est pas des petits épisodes, c'est vraiment des épisodes importants et qui ont tendance à durer plusieurs jours et qui vont venir un petit peu contrebalancer les épisodes de sécheresse qu'on vit depuis maintenant plusieurs étés. Alors, on ne pourrait pas poser un état des lieux global sur la situation écologique et climatique de la planète et puis des Hauts-de-France sans poser aussi la question des inégalités, puisque le développement durable, ça n'est pas que cette question écologique, c'est aussi un nouveau rapport au monde, à la planète, à l'humanité. Et donc, ces données qui ont été produites par le Programme des Nations Unies pour le développement, qui viennent montrer les inégalités qui se creusent, avec un indice de développement humain mondial qui a chuté en raison des inégalités. Donc l'IDH, c'est un indicateur qui vient regrouper l'espérance de vie, le niveau d'éducation, le niveau de vie et également l'accès aux soins, il me semble, le niveau de santé. Et qui montre donc qu'on a aujourd'hui un indice de développement qui s'effondre avec des nouvelles inégalités au XXIe siècle, les nouvelles technologies, donc la fracture numérique, l'accès aux technologies, le changement climatique et l'économie numérique. Donc on voit bien la présence de ce changement climatique qui n'était pas forcément identifié de cette manière-là avant et qui vient aujourd'hui apparaître comme un des facteurs d'inégalité. Les inégalités face à l'impôt, rien de neuf, sauf qu'aujourd'hui on voit que l'inégalité se creuse face à l'impôt. Et donc, une fois qu'on a posé tout ce constat, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, finalement, du développement durable. De quoi parle-t-on? Parce qu'on en parle depuis très longtemps, précisément depuis la fin des années 80. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se poser la question du rapport au monde. Et la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui nous renvoie à ces messages-là de manière assez frappante. C'est-à-dire qu'il faut réinterroger ce rapport au monde. Se réinterroger ce rapport qu'on peut avoir parfois de domination au monde, aux ressources, à la biodiversité, etc. Et donc, aujourd'hui, vous avez un schéma qui est très intéressant et qui vient un peu faire le pendant avec le schéma des limites planétaires qu'on a vu tout à l'heure. Et qui va nous amener à nous projeter dans un espace que Kate Raworth, donc, qui a produit ce schéma, a appelé un espace juste et sûr pour l'humanité. Et comment on peut garantir cet espace juste et sûr? Avec un plancher social et un plafond environnemental. Le plancher social va venir poser des conditions sociales très fortes. L'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, l'accès à un revenu, à l'éducation, la capacité de résilience, la capacité à faire entendre sa voix, etc. etc. Et au-dessus, on a un plafond environnemental qui reprend précisément les limites planétaires qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de travailler et d'être en transition dans cet espace juste et sûr. Avec, et c'est ça qui est très intéressant, un développement économique et inclusif qui, lui, se veut durable. C'est-à-dire qui va faire en sorte que le développement économique soit mis au service de ce plafond environnemental et de ce plancher social. Et que le développement économique ne soit plus en soi une fin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le donut. C'est un schéma qui a été présenté par Kate Raworth qui s'appelle le donut et qui est très intéressant parce qu'il vient complètement revisiter notre approche et qui vient clairement poser un cadre de limite. Et si on applique ça au renouvellement urbain, l'enjeu, c'est de faire en sorte que le renouvellement urbain tel qu'il est envisagé aujourd'hui prenne en compte ses limites. Alors, prenne en compte le plancher social, c'est effectivement le cas de la politique de la ville au sens large, de travailler à l'amélioration des conditions de vie sociale, économique, urbaine dans les quartiers prioritaires. Mais l'enjeu, c'est aussi d'intégrer ce plafond environnemental. Et Damien, tu es toujours là? Oui, je t'entends. Oui, parfait. Je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Alors, pour illustrer ça, et j'aurai bientôt terminé, l'objectif, c'est de poser un nouveau cadre de travail. Et ce terrain de tennis, il est intéressant parce qu'il symbolise un peu cette exigence d'avoir un cadre. Aujourd'hui, si vous voulez gagner un match de tennis, vous n'avez pas le choix. La balle doit rester dans le cadre qui vous est posé par les frontières du court. Le développement durable, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à être créatif dans un cadre limité. Il faut qu'on arrive à être inventif, à être imaginatif dans un cadre qui nous est imposé, dans une limite qui nous est imposée par l'écosystème, par notre planète.
la limite climatique, la limite de biodiversité, la question de la qualité de l'air, la question de l'occupation des sols, qui est quand même très présente dans les questions de renouvellement urbain aussi. Et tout ça, ça fait que ça nous fournit un nouveau cadre de travail qui est très stimulant. Parce qu'en gros, c'est plus l'opulence, c'est plus l'illimité, c'est qu'on doit réussir à être créatif dans un cadre qui est contraint. Et pour cela, l'ONU a proposé un cadre de travail qui est très intéressant et qui serait aussi intéressant de reprendre, c'est peut-être le cas dans certains NPNRU, c'est le cadre du développement durable, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Donc ils sont au nombre de 17, ils viennent poser l'exigence de transformer le monde d'ici 2030. Et l'intérêt de ces objectifs-là, comme les limites planétaires, c'est d'avoir une approche systémique. C'est-à-dire on ne va pas prendre uniquement la question de la pauvreté, la question de la faim, la question de la santé. L'objectif, c'est de réussir à créer de l'interdépendance entre tous ce qu'on appelle des ODD, ces objectifs de développement durable. Et là, on revient aux limites planétaires qu'on voyait au départ. Si vous changez l'occupation des sols, nécessairement vous allez impacter sur la biodiversité, nécessairement ça va impacter sur le climat, etc. etc. C'est une chaîne de conséquences qu'il faut qu'on arrive à maîtriser. Et cette lecture des ODD, elle nous produit ça. Alors là, visuellement, je vous accorde que c'est plutôt cloisonné, carré et pas forcément interrelié. Néanmoins, l'objectif, c'est que si vous agissez sur, alors on va parler NPNRU sur ville et communauté durable, le numéro 11, évidemment, l'objectif, c'est d'agir aussi sur l'éducation de qualité, la question de la vie terrestre, la vie aquatique, etc. Et là, on est globale, ça. C'est une approche globale et systémique qui pourrait, si on osait tirer le trait jusqu'au bout, être incarnée par un contrat de ville et par une politique de renouvellement urbain très aboutie sur les quartiers, qui pourrait reprendre comme ça, puisqu'on retrouve finalement les thématiques de la politique de la ville. Bonne santé, bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, travail décent, l'énergie propre, bref. Finalement, là, on a toutes les thématiques qu'on retrouve habituellement dans la politique de la ville. Et donc, pour terminer, tout ça, évidemment, requiert des formes d'engagement. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est l'objectif des séquences qui vous seront proposées par la suite. C'est de révéler que les formes d'engagement, elles se font à tous les niveaux, il ne faut pas sous-estimer les engagements individuels, contrairement à ce qu'on peut dire, on peut croire aussi que les éco-gestes ne suffiront pas aujourd'hui. Il y a des données qui permettent d'affirmer que les éco-gestes ont un impact et surtout ont un effet levier. Et on le voit, on l'a vu sur l'aviation ces derniers temps, avec tout le mouvement Flixgam qui consistait à donner honte aux gens de prendre l'avion, à créer la honte chez les gens de prendre l'avion, pour derrière essayer de faire évoluer le marché de l'aviation. Donc ces engagements individuels, il ne faut pas les sous-estimer. Par contre, il y a évidemment les engagements collectifs, des collectivités, des pouvoirs publics, des États, et puis des organisations internationales, et puis les engagements sectoriels, politique publique de mobilité, politique publique d'alimentation, etc., etc. Donc vous avez comme ça un certain nombre de solutions qui vont vous être présentées au gré de ce cycle. Et puis cette dernière diapo qui vient corroborer ce que je viens de dire, c'est que les éco-gestes aujourd'hui, on considère que si chacun a un comportement héroïque, donc ça c'est une étude qui a été produite par un cabinet, si chacun a un comportement héroïque, la solution porte à peu près est considérée à hauteur de 20 à 45% de la solution. Donc ma phrase n'était pas très claire, donc je vais la reformuler. Si chacun arrive à s'engager dans des pratiques vertueuses, c'est-à-dire revoir sa mobilité, revoir sa consommation, son régime alimentaire, organiser aussi tout son développement durable à la maison, sur le chauffage, sur l'électricité, etc. Revoir également sa manière de se vêtir. Tout ça, si on arrive à être les plus vertueux possibles, ça représente à peu près 20 à 45% de la solution globale. Le reste, évidemment, appartenant aux entreprises, à l'État, enfin aux États en règle générale. Donc ce scénario-là, il n'est pas scientifiquement précis. Par contre, il donne quand même une tendance très claire, qui est qu'on a des leviers sur lesquels on peut agir individuellement et collectivement à l'échelle d'une collectivité. Pour finir, je m'arrêterai là. La transition écologique et solidaire, suite à tout ce que je viens de vous présenter, ça doit être une vision, ça doit être un horizon qu'on a envie de partager ensemble et que finalement tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment nous renvoie, c'est-à-dire c'est quoi le fameux monde d'après dont on parle,
Qu'est-ce que ça va nous amener à réinterroger sur nos systèmes de consommation, nos systèmes de déplacement, etc. La transition écologique, c'est une question de limite. Comment est-ce qu'on arrive à être imaginatif dans un cadre qui nous est imposé, dans une contrainte qui nous est imposée, et sans laquelle, de toute façon, on ne pourra rien faire. C'est un rapport de force, et on le vit très clairement aujourd'hui. Comment on arrive à inverser le rapport de force pour que le respect des limites planétaires et de ce plancher social devienne la force. C'est une question de responsabilité, et puis c'est surtout un questionnement. Dans les programmes de renouvellement urbain, dans les projets d'aménagement, dans les politiques sociales, comment on arrive à questionner, grâce aux ODD par exemple, notre rapport au monde, notre rapport aux autres, et puis notre rapport beaucoup plus globalement à l'humanité. Je m'arrête là, Damien, je pense avoir un petit peu dépassé le temps. Pas de problème. Merci Alexis. Moi je retiens plusieurs choses dans ta présentation, hein, que l'état du climat actuel, c'est bien une urgence, que pas de frontières. Tu parlais aussi des épisodes pluvieux qui sont en augmentation. Et ça pose la question sur notre sujet là, de l'aménagement et du renouvellement urbain, de la question de l'artificialisation des sols, qui augmente le risque d'inondation. Moi, j'aurais deux petites questions là qui me viennent à l'esprit un peu issues de ta présentation. Je voulais savoir un peu comment le CERD peut accompagner les collectivités et comment le CERD se positionne vis-à-vis des questions de renouvellement urbain. Alors, je rebondis, avant de te répondre sur l'artificialisation des sols, on a organisé il y a bientôt 2 ans ce qu'on appelle nous au CERD un climatour. Donc c'est la visite ponctuelle d'un lieu qui nous semble être emblématique sur les questions de climat. Et nous sommes allés à Crépy-en-Valois, dans l'Oise, observer avec une quarantaine de participants la manière dont la ville a organisé sa gestion alternative des eaux pluviales. C'est-à-dire aujourd'hui des solutions d'aménagement qui ont été prises pour des décisions d'aménagement qui ont été prises pour justement garantir un retour de la goutte d'eau le plus rapidement possible entre son point de chute et les nappes. Donc ce climatour, et cette expérience-là, elle est très intéressante parce qu'elle vient répondre aux enjeux notamment d'artificialisation des sols et aux risques d'inondation, avec des systèmes où on supprime les trottoirs, où on met en place des chaussées drainantes, où on crée des noues, et l'objectif étant de désengager au maximum la station d'épuration du coin. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur le site du CERD. On a des vidéos, on fait des vidéos de chacun des climatours qu'on organise et qui nous permet de présenter ces expériences-là. Donc vous allez vous tapez dans un moteur de recherche Climatour Crépy-en-Valois et vous tomberez sur ce climatour-là. Sur tes deux questions, comment le CERD peut accompagner les collectivités? Donc évidemment, nous, c'est à travers la mise à disposition de ressources. On ne fait pas d'accompagnement individuel comme un cabinet ou un bureau d'études, ce n'est pas notre métier. Nous, on a une fonction de ressources. Donc l'idée, c'est que notre site internet est une ressource en tant que telle, cerd.org. C'est notre principale mine de ressources, base de ressources. Après, on a des événements qui sont organisés. On peut aussi proposer dans certains cas des accompagnements collectifs sur des sujets précis, ce qui a été fait par exemple sur le programme alimentation. Avec ma collègue qui a accompagné 9 intercommunalités sur le déploiement de leur projet alimentaire territorial. Donc, encore une fois, l'idée, c'est d'apporter de la méthode, de l'expertise, mais surtout des moments d'échange. Ce que fait l'IREV aussi avec les cycles de qualification qui sont organisés. Donc, on a un peu le même métier, enfin la même mission que l'IREV. À travers les cycles que vous organisez, on fait la même chose. À travers les événements ouverts qu'on organise pour poser des sujets et puis voir comment on y répond et aussi révéler les bonnes expériences. Ça, on le fait beaucoup. À chaque fois d'inviter des structures qui sont emblématiques pour pour qu'ils partagent leur expérience et que du coup ça puisse faire derrière effet boule de neige sur les territoires. Et sur le renouvellement urbain, on a pendant longtemps animé un programme autour de l'urbanisme durable qui est moins présent aujourd'hui, mais sur lequel on continue de travailler et on est notamment en lien avec toute la dynamique de 3e révolution industrielle de la région des Hauts-de-France que vous allez découvrir dans ce cycle, donc la dynamique REV 3. Nous, plus particulièrement sur le volet de la REV 3 citoyenne. Comment on vient mettre et impliquer les citoyens
dans la dynamique de troisième révolution industrielle qui aujourd'hui est plutôt à dominante économique, institutionnelle que réellement citoyenne et associative. Et l'urbanisme, pour terminer, on va aussi en parler dans le programme qui est animé par ma collègue Hélène Briand sur l'adaptation au changement climatique, donc qui rejoint le Climatour dont je parlais, et qui vient poser les enjeux de l'adaptation des villes au changement climatique avec la mise à disposition de ressources, avec un réseau adaptation qui est animé par le CERD. Voilà, je pense que j'ai... Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, non, très très bien. J'ai une autre question là qui me vient, question un peu ouverte. Tu parlais tout à l'heure d'un article du Monde sur le cri d'alarme de 15 000 scientifiques en 2017, du coup, paru en 2017. 2 ans et demi après, quel recul, quel impact est-ce que tu sens que les choses bougent? Est-ce que tu vois que l'approche globale est saisie ou, enfin, vis-à-vis de cette tribune, comment tu te situes? Alors, bon, la question elle est délicate parce que, enfin, non, elle est pas délicate. C'est la réponse qui l'est. Mais aujourd'hui, ça bouge. On sent que ça bouge. C'est-à-dire que depuis 2 ans, il s'est aussi passé un événement qui, quoi qu'on en pense politiquement, a été quand même assez marquant. C'est la démission du ministre de la Transition écologique qui est venu cristalliser un certain nombre de ressentis et qui a notamment aussi, enfin, on a vu apparaître toute une vague autour des marches pour le climat, autour des grèves pour le climat, autour de la mobilisation des jeunes pour le climat, autour de pressions citoyennes, autour de mouvements qui se radicalisent aussi, ou qui ont des discours qui sont très forts, beaucoup moins consensuels que ce qu'on a pu entendre par le passé, et qui vont beaucoup plus loin dans leurs exigences. Donc, pour te répondre, ça bouge, toutes les communautés bougent, la communauté scientifique avec cette une a bougé, mais la communauté scientifique nationale, comme je le disais tout à l'heure, plus récemment, s'est aussi mobilisée. On a tout le mouvement aussi de la collapsologie qui est apparu et qui vient dire aussi, enfin poser des constats que je vous ai posés sur un certain nombre d'effondrements, mais eux de manière beaucoup plus forte et globale. Là où nous, on pense que l'effondrement, il y a des effondrements en cours sur la biodiversité, on l'a vu. Néanmoins, on pense aussi que les solutions viendront pas seulement de communautés locales et d'initiatives citoyennes, mais viendront d'une association, d'une agrégation de ces initiatives locales et des pouvoirs publics, des pouvoirs institutionnels. Donc pour te répondre, les indicateurs, eux, vont de moins en moins bien, c'est une certitude. Maintenant, ça bouge. Et là, on se trouve dans une situation actuelle où on parle du jour d'après, mais véritablement, la question, ça va être de quoi on parle quand on parle du jour d'après. Qu'est-ce qui va se passer après? On voit que ça commence déjà à s'organiser à droite, à gauche, pour faire face à l'après-Covid-19. Donc forcément, économiquement, il va y avoir des impacts. On est au milieu du gué. On est clairement au milieu du gué. Et on ne pouvait pas imaginer une situation plus forte pour se retrouver face à ce portrait, quoi, et face à ce choix du modèle de société dans lequel on va vouloir vivre. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, parce que c'est délicat d'y répondre. Ça bouge de partout depuis 2 ans, c'est une certitude, ça se radicalise. Maintenant, ça ne se radicalise pas dans toutes les strates décisionnelles jusqu'au plus haut niveau des instances internationales. Ça, il y a encore une marche à franchir. Ça marche. Merci beaucoup, Alexis. N'hésitez pas, comme moi, à poser vos questions en cliquant sur le bouton sur le webdoc que je vous ai montré tout à l'heure. On essaiera de faire une vidéo rebond pour répondre à toutes ces questions. Et puis, on va essayer aussi de faire d'autres vidéos avec des expériences un peu plus opérationnelles, des expériences de terrain sur comment les bailleurs, les structures nationales et aussi les collectivités locales s'organisent pour venir répondre à ces enjeux de développement durable, de troisième révolution industrielle dans le domaine du renouvellement urbain. Je te remercie, Alexis. Merci à toi, Et puis Damien. à bientôt. À bientôt.